Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère. Aujourd'hui, ce mystère, il est fait à la demande de Gilles. Et voici ce que me dit notre ami Gilles. Si cela vous dit, pourriez-vous faire une vidéo sur l'affaire de Roswell, où le 4 juillet 1947, un ballon-sonde se serait écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Mais la rumeur dit que ce serait un ovni contenant des extraterrestres. Pourriez-vous faire un tirage pour voir ce que répond l'oracle sur cette affaire? Eh bien Gilles, nous allons travailler sur cette affaire, mais avant tout, on va recamper le décor. Au cours de l'été 1947, de nombreuses observations d'ovnis furent signalées dans tous les États-Unis. Le mercredi 2 juillet vers 22 heures, William Woody, qui vivait à l'est de Roswell, au Nouveau-Mexique, se trouvait à l'extérieur avec son père quand il aperçut soudain un objet brillant plongé vers le sol. Au même moment, monsieur et madame Wilmot étaient assis sous le porche de leur maison quand brusquement, un grand objet brillant attira leur attention. Selon monsieur Wilmot, l'engin était de forme ovale, comme deux soucoupes renversées collées ensemble. Une lumière semblait illuminer de l'intérieur et il volait silencieusement à une vitesse qu'il estimait entre 4 et 600 km/h. Dan Wilmot, qui était considéré comme l'un des citoyens les plus respectés, les plus fiables de Roswell, allait taire cette histoire durant quelques jours avant d'en parler à un journal local, espérant que quelqu'un d'autre signalerait l'incident avant lui. Au cours de la même soirée, William McBrazel, qui travaillait comme contremaître pour le ranch de M. Foster, entendit une forte explosion qu'il attribua au tonnerre. Mais le lendemain, soucieux des dégâts éventuels provoqués par le violent orage qui s'était abattu durant la nuit, Brazel prit son cheval et partit inspecter les troupeaux. Il était accompagné d'un jeune homme de 17 ans, le fils de ses voisins, Floyd, mais aussi de Loretta Proctor. Lorsqu'ils chevauchaient, ils aperçurent de nombreuses et étranges pièces de métal éparpillées sur une large superficie, à environ 50 km au nord de la ville de Roswell. Dans une interview donnée au Roswell Daily Record, Brazel décrivit la scène ainsi. Une grande zone recouverte de débris brillants, de bandes de caoutchouc, de feuilles d'étain et d'un papier plus dur et de bâtons. Inspectant les lieux, ils découvrirent qu'une tranchée, peu profonde et longue de plusieurs centaines de mètres, avait été creusée dans le sol. Comme ces débris lui semblaient inhabituels, il en fit glisser les plus gros morceaux dans un hangar, puis il en ramassa quelques-uns afin de les montrer à ses voisins. En voyant les pièces métalliques, les Proctor lui dirent qu'elles provenaient peut-être de l'épave d'un vaisseau spatial extraterrestre et lui conseillèrent de signaler l'incident à George Wilcox, le shérif du comté de Chaves. Loretta Proctor allait rapporter leur entrevue en ces termes. En juillet 1947, mon voisin William McBrazel est venu à mon ranch et il nous a montré à mon mari et moi une pièce de métal dont il a dit qu'elle venait d'un grand tas de débris sur la propriété qu'il gérait. Le morceau qu'il avait apporté était de couleur brune, semblable à du plastique. Lui et mon mari ont essayé de couper et de brûler l'objet, mais ils n'y sont pas parvenus. Il était d'un poids extrêmement léger. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit de semblable auparavant. Le 6 juillet, McBrazel devait se rendre en ville pour quelques affaires
et il en profita pour rendre visite au shérif Wilcox. Après avoir entendu son histoire, le shérif en déduisit que Brazel avait dû trouver des morceaux de l'un des avions de la base aérienne toute proche, et il en avertit immédiatement les responsables de la Roswell Army Airfield. Le 7 juillet au matin, le major Jess Marcel et le capitaine Sheridan Cowitt se rendirent sur les lieux. En arrivant sur place, le major Marcel pensa que quelque chose avait dû exploser au-dessus du sol et tomber. Les débris avaient été éparpillés sur une vaste zone, qui, je suppose, devait faire 1500 mètres de long et quelques centaines de mètres de large. Le major ramassa de petits morceaux de métal qu'il tenta en vain de brûler avec son briquet. Puis il remarqua d'étranges petites structures en métal de forme de type I, mais de type I majuscule, qu'il ne put ni tordre ni briser. Particulièrement légères, certaines d'entre elles étaient recouvertes de caractères indéchiffrables de 2 couleurs. D'autres morceaux de métal, qui avaient l'épaisseur du papier d'aluminium, semblaient indestructibles. Après avoir inspecté les débris, ils en prélevèrent quelques échantillons afin de les ramener à la base. Le major Marcel n'avait jamais rien vu de tel, et il décida de s'arrêter chez lui pour les montrer à sa famille. Je ne savais pas ce que nous récupérions. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Ça ne faisait pas partie d'un aéronef, ni d'un ballon météo, ni d'un ballon expérimental. J'ai vu les fusées faire monter le sable blanc sur des terrains d'essai. Ça ne me faisait certainement pas partie d'un aéronef, ou d'un missile, ou d'une roquette. C'est en tout cas ce que rapporte le major Marcel. Vers 2 heures du matin, Jess Marcel s'arrêta à son domicile et il réveilla sa femme et son fils pour leur montrer les vestiges de ce qu'il pensait être une soucoupe volante. Bien des années plus tard, en mai 1990, Jess Marcel Jr. allait se souvenir de cette fameuse nuit lors d'une séance d'hypnose organisée par le docteur John Watkins. Il se rappela avoir été réveillé par son père et l'avoir suivi à l'extérieur afin de l'aider à transporter une grande boîte remplie de débris. Une fois à l'intérieur de la maison, ils en avaient vidé le contenu sur le plancher de la cuisine. Jess Jr. décrivit les feuilles de plomb et les poutres en forme de I majuscule. Toujours sous hypnose, il se souvint de l'écriture étrange. Cette écriture était constituée de différentes formes géométriques, de feuilles et de cercles. C'étaient des petits symboles pourpres, et il y en avait beaucoup, énormément. Son père, très excité, lui avait affirmé que c'était là une soucoupe volante. Le major avait ensuite remis tous ces débris dans leur boîte et les avait chargés dans sa voiture avant de repartir pour la base. Lorsque le major Marcel montra les morceaux d'épave au colonel William Blanchard, commandant du 509e escadron, celui-ci déclara qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Le 8 juillet, le colonel Blanchard ordonna que le périmètre du crash soit bouclé et que des hommes soient déployés afin de garder tous les accès menant à la propriété de Mac Brazel. Pendant ce temps, sur le terrain, des soldats s'employaient à ratisser la zone et à rassembler tous les débris. Le même jour, le lieutenant Walter Oates, agent d'information publique, rédigea un communiqué de presse que le colonel Blanchard lui avait ordonné d'écrire, indiquant que l'épave d'une soucoupe volante avait été récupérée. Il en distribua des copies aux 2 stations de radio et aux 2 journaux locaux. À 14h26, l'information était reprise par l'Associated Press. Les forces aériennes de l'armée, ici, aujourd'hui, ont annoncé qu'un disque volant venait d'être retrouvé. Vers 15 heures,
alors que la base se retrouvait submergée d'appels provenant de tous les coins du monde. Le lieutenant Robert Sharkey regardait des soldats charger l'épave d'un C-54 de la 1st Transport Unit. Le colonel Blanchard avait décidé d'envoyer Jess Marcel à la base de Fort Worth afin qu'il fasse un rapport au général Ramey. Il apporta avec lui quelques morceaux de la soucoupe afin de lui présenter. Lors de cette entrevue, toutes les pièces ramenées par le major furent étalées sur le bureau du général. Après les avoir étudiées, Ramey émit le souhait de voir l'emplacement exact du champ où toutes ces pièces avaient été découvertes, et les deux hommes se dirigèrent vers la salle des cartes, au bout du couloir. Lorsqu'ils retournèrent au bureau du général, tous les morceaux de la soucoupe volante avaient disparu, et à la place, un ballon météo était étalé sur le sol. Une conférence de presse fut ensuite organisée dans le bureau du général Ramey. Le général déclara que le colonel Blanchard s'était trompé et qu'après examen des débris, il s'agissait non pas d'une soucoupe volante, mais des restes d'un ballon météorologique et d'un réflecteur radar. Jess Marcel montra les débris du ballon qui avait été retrouvé dans le bureau. La presse fut invitée à les photographier et tout le monde sembla fort satisfait. Même si personne ne s'en doutait encore, les photos qui venaient d'être prises allaient devenir célèbres. Sur ces photos, si l'on voyait bien le général Ramey présentant des débris de ballon, on remarquait également dans sa main gauche un petit morceau de papier ressemblant à un télégramme. En travaillant sur l'agrandissement de l'une de ces photos, certains affirmèrent avoir partiellement décrypté le télégramme en question. D'après leur analyse, le message aurait été envoyé par le général Ramey au général Vandenberg, alors chef d'état-major au Pentagone. Il décrirait les objets découverts et parlerait bien d'un disque et de victimes de l'épave. Un peu plus tard dans l'après-midi, le communiqué de presse original fut annulé et un officier de la base en récupéra toutes les copies auprès des stations de radio et des rédactions. Le lendemain 9 juillet, un deuxième communiqué officiel fut publié expliquant que le régiment de la 509e compagnie avait confondu un ballon météo avec l'épave d'une soucoupe volante. Alors que dans la presse, de gros titres annonçaient que l'objet qui s'était écrasé n'était en fait qu'un ballon météo, des équipes de nettoyage s'activaient à enlever toute trace de débris. Alors qu'ils s'approchaient de la zone, Hugh Roberts et Walt Whitmore, qui travaillaient pour la télévision locale, furent immédiatement refoulés, comme tous les habitants qui tentèrent d'y accéder. L'épave se trouvait maintenant dans la base, emballée et stockée dans un hangar. De retour en ville, Hugh Roberts et Walt Whitmore aperçurent leur ami Mac Brazel, escorté de 3 officiers de l'armée qui l'amenèrent jusque dans les locaux du journal le Roswell Daily Record. Brazel ignora les 2 hommes, ce qui ne lui ressemblait vraiment pas. Pour une étrange raison, Mac Brazel allait changer sa version de l'histoire. Dans une nouvelle interview, il expliqua que le 14 juin, alors que son fils Vernon, âgé de 8 ans, et lui se trouvaient à 10-12 km du ranch, ils avaient aperçu une grande zone recouverte de débris brillants. À ce moment-là, Brazel était pressé de terminer son tour et il n'avait guère prêté attention. Néanmoins, le 4 juillet, il était retourné sur les lieux en compagnie de sa femme et de son fils et de sa fille Betty, âgée de 14 ans, afin de ramasser quelques débris. Le lendemain, il avait entendu parler de ces disques volants et il s'était demandé s'il n'avait pas trouvé les restes de l'un d'entre eux. Comme il devait venir en ville pour vendre de la laine, il avait décidé de voir le shérif Wilcox pour lui signaler ce fait. De manière tout à fait confidentielle. Et qu'il avait peut-être trouvé un disque volant. Brazel soulignait ensuite le fait qu'il avait déjà retrouvé des dispositifs d'observation météo à 2 reprises et il terminait sa déclaration de ces quelques mots.
Je suis sûr que ce que j'ai trouvé n'était pas du tout un ballon d'observation météo. Mais s'il m'arrive de trouver autre chose qu'une bombe, on aura du mal à m'en faire parler. L'armée avait gardé Mac Brazel durant 5 ou 6 jours. Quand il revint chez lui, il expliqua à ses voisins que les militaires lui avaient affirmé que les débris qu'ils avaient trouvés étaient ceux d'un ballon météo. Il était en colère d'avoir été éloigné aussi longtemps de sa maison et surtout, il ne voulait plus parler de cette affaire. Pendant plus de 30 ans, plus personne n'allait parler de Roswell. Et puis, en 1978, le major Jess Marcel affirma à la télévision que les débris qu'il avait ramassés n'étaient pas ceux que le général Ramey avait montrés aux journalistes lors de la conférence de presse. Selon lui, les militaires avaient dissimulé la découverte d'un vaisseau spatial. Dans les années qui suivirent, de nombreux livres furent écrits sur le sujet, soutenant la théorie qu'un vaisseau extraterrestre s'était bien écrasé à Roswell et que des passagers, dont certains étaient peut-être encore en vie, avaient été retrouvés. Si le public semblait enclin à croire cette thèse, leurs auteurs n'avaient pas fait preuve d'une très grande rigueur lors de leurs enquêtes, ce qui discrédita les informations. En 1947, Glenn Denny était un jeune entrepreneur de pompes funèbres et il travaillait à Roswell. Bien des années plus tard, en 1991, Dennis sortit du silence, rapportant les étranges événements dont il avait été témoin. Voici sa déclaration sous serment. En juillet 1947, j'étais un entrepreneur de pompes funèbres, travaillant pour la Ballard Funeral Home à Roswell. Elle avait un contrat pour fournir des services funéraires pour la Roswell Army Airfield. Un après-midi, vers 13h15 ou 13h30, j'ai reçu un appel de l'agent mortuaire de la base qui m'a demandé quelle était la plus petite taille existante pour les cercueils hermétiquement scellés que nous avions en stock. Il m'a expliqué, nous avons besoin de le savoir au cas où quelque chose pourrait se produire dans l'avenir. Il m'a aussi demandé combien de temps il faudrait pour obtenir un de ces cercueils. Je lui ai donc assuré que je pouvais lui avoir sa demande pour le jour suivant, donc très rapidement. Sa réponse a été qu'il me rappellerait au cas de besoin. Environ 45 minutes à 1 heure plus tard, nouveau coup de téléphone. Il m'a appelé et m'a demandé de décrire la préparation nécessaire pour des corps qui étaient censés rester couchés sur le sable pendant un moment. Avant que je puisse répondre, il m'a dit qu'il voulait savoir précisément quels effets pourraient avoir les procédés de préparation sur les composés chimiques, le sang et les tissus de l'organisme. Je lui ai expliqué que nos produits chimiques étaient principalement des solutions fortes à base de formaldéhyde et d'eau, et que la procédure modifierait probablement la composition chimique de l'organisme. Je lui ai donc proposé de venir à la base pour l'aider à régler son problème, mais il m'a réaffirmé que l'information était pour une utilisation future. Donc, ce n'était pas nécessaire que je me déplace. Je lui ai alors suggéré que dans une telle situation, j'essayerais de geler le corps dans la glace pour le stockage et le transport. Environ 1 heure ou 1 heure et demie plus tard, j'ai reçu un nouvel appel pour transporter un soldat qui avait une lacération à la tête et peut-être une fracture du nez. Je lui ai donné les premiers soins, puis je l'ai amené à la base. J'y suis arrivé vers 17 heures. Même si j'étais un civil, j'avais habituellement un accès garanti à la base parce qu'il me connaissait. J'ai conduit l'ambulance à l'arrière de l'infirmerie et je l'ai garée près d'une autre ambulance. La porte était ouverte et à l'intérieur, j'ai vu quelques débris. Il y avait plusieurs morceaux qui ressemblaient
au fond d'un canot et qui mesurait environ 1 mètre de long. Tout ceci semblait en acier inoxydable, mais la couleur avait une teinte pourpre, comme s'ils avaient été exposés à une température élevée. Il y avait une sorte d'étrange écriture sur les objets, qui ressemblait à des hiéroglyphes égyptiens. Et 2 agents de la police militaire étaient présents. J'ai amené l'aviateur à l'intérieur, puis je me suis dirigé vers le salon du personnel pour prendre un coca. J'ai cherché une infirmière, une 2e lieutenant, qui avait été engagée environ 3 mois plus tôt à sa sortie de l'université. Elle avait 23 ans à l'époque, j'en avais 22. Je l'ai vue sortir de l'une des salles d'examen avec un masque devant la bouche. Elle s'est exclamée « Mon Dieu, sors d'ici ou tu vas avoir un tas d'ennuis ». Puis elle est sortie par une autre porte devant laquelle un capitaine se tenait. Il m'a demandé qui j'étais et ce que je faisais ici. Tout naturellement, je lui ai répondu « Il m'a demandé de rester ici ». Sous-entendu, la personne qui m'avait amené à cet endroit. J'ai alors demandé, on dirait que vous aviez un accident. Vous voulez que je me tienne prêt ? Il m'a répété de rester là. Puis 2 hommes de la police militaire sont venus. Et ils m'ont conduit hors de l'infirmerie. Ils m'ont dit qu'ils avaient ordre de me reconduire à la maison funéraire. Nous avions fait 3 ou 4 mètres lorsque j'entendis une voix s'élever. « Nous ne sommes pas sortis d'affaire avec ce sob. Ramenez-le. » Un autre capitaine que je n'avais jamais vu, un roux aux yeux méchants et inquisiteurs, m'a alors déclaré « Vous n'avez rien vu, il n'y a pas eu de crash ici. Et si vous dites quoi que ce soit, vous allez avoir un tas d'ennuis. » J'ai simplement répondu « Eh, regardez monsieur, je suis un civil, et vous ne pouvez pas me faire quoi que ce soit. » Sur ce, il m'a dit « Si nous pouvons. Quelqu'un ira jeter tes os sur le sable. » Il y avait un sergent noir avec une tablette à la main ou quelque chose, un pad, qui alors commentait « Il ferait de la bonne nourriture pour nos chiens, celui-là. » Et le capitaine a ordonné « Mettez ce sob dehors. » Les agents de la police militaire m'ont suivi jusqu'à la maison funéraire. Le lendemain, j'ai essayé d'appeler l'infirmière pour voir ce qui se passait. Vers 11 heures, elle m'a rappelé à la maison funéraire. Elle m'a dit « Je dois te parler. » Nous avons décidé de nous rencontrer au club des officiers. Elle était bouleversée. Elle m'a dit « Avant de te parler, je veux que tu me fasses le serment sacré de ne jamais mentionner mon nom, car je pourrais avoir un tas d'ennuis. » Ce que, bien sûr, je lui ai promis. Elle m'a alors raconté qu'elle était allée s'approvisionner dans une pièce où 2 médecins effectuaient une autopsie préliminaire. Ces médecins lui avaient dit qu'ils avaient besoin d'elle pour prendre des notes au cours de la procédure. Jamais elle n'avait senti une odeur aussi horrible au cours de sa vie. Et jamais elle n'avait vu de choses aussi épouvantables. C'était quelque chose que personne n'avait jamais vu. Alors qu'elle parlait, je m'inquiétais car elle semblait en état de choc. Elle m'a dessiné un schéma des organes, y compris un bras avec une main qui ne comptait que 4 doigts. Les médecins avaient noté que le bout des doigts était constitué de petits coussinets ressemblant à des ventouses. Elle m'a expliqué que leur tête était disproportionnée par rapport à leur corps, leurs yeux enfoncés, leur crâne flexible. Leur nez concave, avec seulement 2 orifices et leur bouche de fine fente, les médecins avaient déclaré qu'ils avaient du cartilage à la place des dents. Leurs oreilles étaient seulement de petits orifices avec rabat. Ils n'avaient pas de cheveux, leur peau était noire, peut-être en raison de l'exposition au soleil. Elle m'a donné des dessins qu'elle venait de faire, des croquis. Il y avait 3 corps, 2 étaient mutilés et un démembré, comme s'ils avaient été attaqués par des prédateurs. Il faisait environ 1 mètre, 1,20 m de haut. Elle m'a raconté que les médecins lui avaient dit « C'est pas quelque chose que nous avons déjà vu. Il n'y a rien de ce genre dans les manuels médicaux. » Durant l'autopsie, elle s'était sentie mal, tout comme les docteurs. Ils avaient dû éteindre l'air conditionné.
car ils avaient peur que l'odeur ne se répande partout sur la base, ou au moins dans l'hôpital. Ils ont dû se déplacer dans un hangar à avion pour cacher cette autopsie. Je les ramenai ensuite à la caserne des officiers. Le lendemain, j'ai appelé l'hôpital pour voir comment elle se sentait. Et ils m'ont répondu qu'elle n'était pas disponible. J'ai essayé de la contacter durant plusieurs jours. Et une infirmière m'a finalement déclaré que ce lieutenant avait été transféré avec d'autres membres du personnel. Environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de sa part. Elle disait que nous pourrions discuter de l'incident par lettre à l'avenir. Je lui ai répondu, et 2 semaines plus tard, ma lettre m'est revenue avec dessus « Retour à l'envoyeur, décédé ». Plus tard, l'une des infirmières de la base m'a raconté qu'elle et 5 autres infirmières étaient mortes dans un accident d'avion alors qu'elles effectuaient une formation. Le shérif Wilcox et mon père étaient des amis très proches. Un matin, après les événements de la base, le shérif nous a rendu visite et il a déclaré à mon père « Je ne sais pas dans quel genre de problème s'est mis Glenn, mais dites à votre fils qu'il ne sait rien et n'a jamais rien vu à la base. Il a ajouté « Ils veulent que votre nom et le nom de votre femme, votre adresse, celle de vos enfants, soient notifiés. » Mon père s'est immédiatement rendu à la maison funéraire et m'a demandé dans quel genre d'ennui je m'étais fourré. Il m'a raconté la conversation qu'il avait eue avec le shérif, et je lui ai rapporté les événements de la journée précédente. Il était la seule personne à qui j'avais raconté cette histoire, jusqu'à tout récemment. J'avais rangé les croquis que l'infirmière m'avait donnés ce jour-là. Récemment, à la demande d'un chercheur, j'ai essayé de les retrouver parmi mes fichiers personnels à la maison funéraire. Mais tout avait été détruit. Je n'ai pas été payé, et l'on ne m'a rien donné de valeur pour faire cette déclaration qui est la vérité, telle que je m'en souviens. Tout ceci a été signé par Glenn Dennis en date du 7/08/91. Le témoin de la signature fut Walter Haut. Glenn Dennis refusa obstinément de révéler le nom de la jeune infirmière impliquée dans l'affaire. Il fut très durement critiqué par ce refus, et son témoignage considéré sans grande valeur, encore une fois à cause de ce refus. En 1990, le général Thomas Dubose, chef d'état-major du général Ramey en 1947, fit une déclaration sous serment au cours de laquelle il déclara « C'est une histoire de couverture. Toute cette histoire de ballon, c'est de la partie de l'histoire qu'on nous a donnée à répéter au public et aux journaux. Et c'est tout. » Bien étrange comme déclaration. En 1994, une enquête officielle sur l'affaire Roswell fut ordonnée. Le rapport, rendu en 1995 par le colonel Richard Weaver, affirmait que les débris retrouvés étaient ceux d'un ballon appartenant à un projet secret appelé Mogul. Ce projet, élaboré pendant la guerre froide, servait apparemment à repérer une éventuelle activité nucléaire en provenance de l'Union soviétique. Le 26 mars 1995, une dépêche rapportait l'existence d'un film tourné 50 ans auparavant et montrant l'autopsie d'un extraterrestre après l'accident d'une soucoupe volante. Aussitôt dénoncé comme canular, ce film causa énormément de tort à l'affaire de Roswell, mais également à l'ufologie en général. En 1997, l'armée rendit public un second rapport intitulé The Roswell Report Case Closed. Cette enquête, qui tentait d'expliquer les cadavres d'origine d'extraterrestres, que certains affirmaient avoir vus, supposait que les témoins avaient en réalité confondu des mannequins de bois utilisés pour des essais en parachute avec des corps extraterrestres. Si l'histoire du projet secret Mogul avait troublé les esprits, l'idée de mannequins confondus avec des cadavres extraterrestres renforça l'idée que l'armée cachait quelque chose. Walter Haut, l'ancien porte-parole du colonel Blanchard, commenta d'ailleurs cette annonce d'un mot d'esprit. Je vais vous la traduire en français.
il faut être un idiot pour ne pas reconnaître un mannequin. Entre 1961 et 1963, le colonel Corso avait travaillé au Pentagone, où il était l'assistant du général Arthur Trudeau. Celui-ci dirigeait le département militaire, recherche et développement. Concrètement, il était à ce moment-là responsable du bureau des technologies étrangères, extérieur à ce monde. Le colonel était réputé pour son livre, très controversé, The Day After Roswell, que l'on traduit par Le jour d'après Roswell. Ce livre lui avait valu de nombreuses critiques. Le 16 juillet 1988, Philippe Corso succombait à une attaque cardiaque et l'on découvrait alors qu'il avait laissé des documents qu'il tenait à voir rendus publics après sa mort, ce qui fut le cas 12 ans plus tard. Parmi ces manuscrits se trouvait cet affidavit certifié par l'avocat Peter Gestern, directeur d'une organisation à but non lucratif vouée à mettre fin aux secrets entourant les manifestations extraterrestres sur notre planète. Voici le texte. Moi, colonel Philippe J. Corso, retraité, jure par la présente, sous peine de parjure, que les déclarations suivantes sont véridiques. Je confirme que j'ai été membre et officier du Défendeur pendant les événements rapportés ci-dessous, que c'est au cours de mon mandat avec le Défendeur que j'ai été membre du Conseil de sécurité nationale du président Eisenhower et dirigé le service du Bureau des technologies étrangères au département de recherche et développement du Défendeur, qu'autour du 6 juillet 1947, alors que j'étais stationné à Fort Riley au Kansas, j'ai personnellement observé une créature non humaine d'1,20 m de haut avec des mains bizarres à 4 doigts, des pieds et des jambes fines, une tête surdimensionnée en forme d'ampoule incandescente. Les orbites étaient surdimensionnées en forme d'amande et elles pointaient vers un petit nez. Le crâne de la créature était tellement gros que tous les éléments de son visage se trouvaient sur sa face et qu'il occupait seulement un petit cercle sur la partie inférieure de sa tête. Il n'y avait aucun sourcil ni autre indication de pilosité faciale. La créature avait seulement une fente minuscule qui lui tenait lieu de bouche et elle était complètement fermée, ressemblant plus à une pliure ou une échancrure entre le nez et le bas d'un crâne sans menton, plutôt qu'à un orifice pleinement opérationnel. Qu'en 1961, je suis entré en possession de ce que j'appelle le dossier Roswell. Ce dossier contenait des rapports de terrain, les rapports d'autopsie médicale et des débris technologiques provenant d'un crash d'un véhicule extraterrestre à Roswell, Nouveau-Mexique, 1947. Que j'ai personnellement lu les rapports d'autopsie médicale qui se réfèrent à la créature décrite précédemment que j'ai vue en 1947 à Fort Riley au Kansas, que ces rapports indiquaient que l'autopsie avait été réalisée à l'hôpital Walter Reed, qui était sous l'autorité du Défendeur à cette époque. Le rapport d'autopsie se référait à une créature en tant que entité biologique extraterrestre. Signé colonel Philippe Corso, mai 1998. En 2012, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'affaire Roswell, Chase Brandon, ex-agent de la CIA, affirma avoir découvert des preuves sur la vérité du crash. Il racontait qu'au milieu des années 1990, il était rentré dans une section spéciale de la CIA à Langley en Virginie. C'était dans un endroit voûté. Une boîte attira particulièrement mon attention. Il y avait un mot sur le dessus, Roswell. J'ai fouillé à l'intérieur, puis j'ai remis la boîte sur l'étagère et j'ai dit « Mon Dieu, c'est vraiment arrivé ». La boîte contenait des documents, des photographies. Et c'est tout ce que je vais dire sur le contenu de cette boîte. Mais ça n'était pas un fichu ballon météo.
C'était ce que les gens ont d'abord rapporté. Un engin qui venait manifestement d'ailleurs, de l'espace. Je sais de façon absolue qu'un vaisseau venu d'un autre monde, d'une autre planète, s'est écrasé à Roswell, que les militaires ont ramassé non seulement une épave, des cadavres, des corps, et que tout ceci a été rendu public pendant un très court laps de temps. Bien évidemment, Chase Brandon a été immédiatement accusé d'avoir fait ces déclarations afin de faire de la publicité pour son livre The Cryptos Conundrum. Ces dernières années, de nouveaux témoignages d'anciens militaires, de membres de leur famille ou de civils sont venus étayer le dossier déjà bien fourni de cette affaire Roswell. Les sceptiques et les partisans du crash continuent à affronter leurs théories sans jamais parvenir à s'accorder, et il est évident que le débat n'est pas près d'être clos. En conclusion, je vous propose ce petit tableau récapitulatif qui vous permettra de reconnaître aisément tout engin non identifié traversant le ciel. Et bien maintenant, nous allons essayer d'étudier avec un support cette affaire de Roswell. Et ainsi peut-être de répondre à Gilles et à d'autres qui s'interrogent sur toute cette affaire qui semble quand même bien étrange. Le petit tableau en question, je l'ai devant moi sur un article, j'espère vous le ressortir. Si ce n'est pas le cas, vous m'en excuserez. Et puis si c'est le cas, peut-être en sourirez-vous, car maintenant, en 2025, tout a bien évolué. Qu'en est-il réellement? Que s'est-il passé là-bas? Alors au départ, je voulais le faire avec l'oracle de Béline, mais je ne voyais pas comment tourner les questions. Ça bloquait toujours. Il y avait quelque chose qui me gênait. Aussi, eh bien, je vais faire appel aux runes. À ces runes que Véronique a fait pour moi. Hein, Véronique de l'atelier d'Andouze. Véronique qui fait de très belles choses. Alors je vous invite à regarder sur son Facebook, hein, tout simplement, l'atelier d'Andouze, vous retrouverez ça. Vous verrez un petit peu ce qu'elle fait. Pour information, je n'ai aucun lien avec Véronique, je ne la connais même pas. Elle m'a juste fait ce cadeau. Alors, on va regarder quelque chose sur Roswell. Que s'est-il passé à Roswell en 1947 et dans les années qui ont suivi? Donc je prends les runes, vous savez comment je pratique. Le soleil, c'est le point central de la question. Eh bien, il semble qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Quand je vois le paquet de runes qui sont visibles, la vidéo risque de durer un petit peu. Je retire simplement les runes qui ne sont pas... Celle-là est tombée, elle n'était pas visible au départ. Donc, on ne triche pas, on la laisse invisible. Et regardez un petit peu, je fais de la place. Hein. Mais regardez. Déjà, regardez la forme. Je vous invite à regarder quelle constellation. Je ne suis pas un spécialiste des constellations, mais il me semble que cette constellation existe. Regardez ce. Vous me direz, il y en a parmi entre vous qui auront la bonne réponse. J'ai vraiment envie de savoir quelle constellation. Je n'ai pas le temps, malheureusement, dans la vidéo de faire la recherche. Mais quand on regarde, elle ressemble étrangement à quelque chose que j'ai déjà vu. Alors, si vous êtes féru d'astrologie, eh bien, n'hésitez pas à me dire à quelle constellation ce signe vous fait penser. Si on regarde finalement, on pourrait penser à celle-ci, un petit peu inversée, avec la tête ici, le corps là. Ce qui nous donne une indication, parce que finalement, sur Roswell, un extraterrestre, c'est bien,
Déjà, bon, il aurait fallu savoir si c'était vrai ou pas, mais là on a déjà presque un élément de réponse. Ce qui était très curieux, c'est qu'il nous semble nous donner le point d'origine de cet extraterrestre. Ou un point d'origine tout proche en tout cas. Alors, voilà. Vous voyez que les runes nous parlent toujours. Les runes, il faut savoir les observer avant de faire un tirage. Là, l'oracle nous donne le point d'origine. Le point d'origine de ce qui est tombé à Roswell. Donc il y a bien quelque chose qui est tombé. Alors attention, extraterrestre, forme de vie, on peut dire ce qu'on veut, hein. Euh, Ça ne veut pas dire que l'autopsie qui en a été faite après est réelle. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a fuité est réel. Il y a peut-être des choses qui ont été exagérées volontairement. D'ailleurs, regardez avec Isa, la première rune qui est ici, il n'y avait qu'un extraterrestre. Il n'y en avait pas deux hein, dedans. C'était pas un groupe d'extraterrestres. On a bien quelque chose d'unique qui est tombé. Une entité extraterrestre. Peu importe le nom comme on formule. Mais cette rune Isa est très claire. Elle est la première rune que j'allais interpréter. Elle est aussi, finalement, la confirmation qu'il n'y a qu'un extraterrestre. Il n'y en a pas eu deux, il n'y en a pas eu trois. Il n'y en a eu qu'un qui s'est craché en 1947 sur Roswell. C'est déjà une indication importante. Ça veut dire que tous ceux qui ont dit qu'il y en avait plusieurs, eh bien non, 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 non. Mais ça veut dire aussi qu'il y a bien eu quelque chose. Et c'est bien là tout ce qui est intéressant. Nous avons donc le nombre et nous avons le point d'origine, la constellation. C'est très intéressant et quasiment on a déjà une confirmation. Othalaz, que voici, nous parle d'un retour vers des racines. Othalaz nous indique une forme de recherche ou une forme de retrouvaille avec là où l'on vient. Alors bien sûr, on sait que l'homme n'est jamais parti dans l'espace, en tout cas, à part explorer la Lune, hein, ça j'ai fait un sujet là-dessus, mais si vous voulez, l'homme n'a jamais traversé de galaxie pour l'instant. Nos ancêtres encore moins. Alors bien sûr, ça n'a pas de sens dit comme ça, on pourrait se dire, non mais là, les runes, ça débloque. Eh bien, pas forcément. Il faut voir les choses autrement. Et se dire que vraisemblablement, c'est en lien avec ce que, euh, ce que l'on a déjà exploré, notamment lors du tirage sur les pyramides. Parce que retrouver ces racines quelque part n'est pas forcément retrouver là d'où on vient au niveau terre, au niveau physique, mais d'où on vient au niveau du sang, de la lignée. Et là, le tirage prend son sens, où pour moi cet extraterrestre, cet être unique qui était là, n'était pas là par hasard, en explorateur, non, pas dans ce sens-là. Il n'est pas venu sur Terre pour voir un petit peu comment nous vivions. Non, visiblement il y a un lien pour retrouver quelque chose qui était déjà venu sur Terre il y a des années et des années, des milliers d'années en réalité. Pour moi, nous sommes avec quelqu'un, une entité, je vais l'appeler une entité, c'est plus simple que extraterrestre. Cette entité est venue pour retrouver ce qui était advenu finalement euh, d'une civilisation dont il fait lui-même partie. Alors c'est tout à fait intéressant parce que quand on y songe, euh, ça montre que ces extraterrestres n'ont pas oublié que certains d'entre eux étaient déjà venus sur Terre. Et regardez Bergamo qui est derrière, si je la remets comme ça, n'est-ce pas, n'est-ce pas l'idée de voir des pyramides? Deux pyramides? Vous voyez qu'il faut toujours observer un petit peu et ne pas faire des interprétations dans tous les sens très rapidement.
Je vois trop souvent sur YouTube des voyants. Bon, c'est vrai que chacun travaille comme il veut, comme il le souhaite, mais je vois trop des voyants prendre une carte, dire une chose et puis passer à une autre, etc., etc., etc. Alors qu'il faut prendre son temps. Il faut bien sûr interpréter le support, mais il faut l'observer aussi, prendre le temps de l'observer. C'est pour ça que faire de multiples successions de supports, c'est toujours dangereux, parce qu'on passe à côté de l'essentiel. Il était bien venu non pas en direction des USA, de Roswell, non, il était venu en direction des pyramides. C'était ça qu'il cherchait. C'est exactement ce que nous indique Bergamo. Et n'oubliez pas, Bergamo. Bergamo symbolise la mort. Et en même temps, une mutation, une transformation. On est bien sur l'idée que quelque chose s'est éteint et cette entité en est consciente. Ça veut donc dire que déjà ils ne vivent pas des milliers d'années, parce qu'il est conscient que forcément ce qui est venu sur Terre est mort, n'existe plus. Mais en même temps, il se pose la question de voir les mutations possibles, les transformations possibles. On pourrait se dire que c'est peut-être quelqu'un qui est l'équivalent d'un de nos archéologues. Vous voyez un petit peu, c'est dans l'idée-là. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir remonter le passé et voir d'où nous venons. Il faut aussi se dire qu'il y a des intelligences ailleurs parce que forcément nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ça serait d'une arrogance folle de le penser. Mais au-delà de ça, se dire que finalement d'autres formes d'intelligence peuvent aussi se dire, se demander d'où elles viennent ou que sont devenus d'autres explorateurs des milliers d'années avant. C'est dans cet esprit-là qu'il faut regarder. Et avec cette rune Gebo, Gebo, ça symbolise aussi l'idée de créer une relation, de créer une communication, d'amorcer un échange, un dialogue. On peut se poser deux questions. Finalement, est-ce que cette entité souhaitait renouer un dialogue avec les descendants, on va dire d'ici, ce qui est les transformations, malgré les transformations, avec une forme de descendance ou de cousinage, je ne sais pas trop comment l'appeler. Ou souhaitait-il amorcer un dialogue avec les habitants de la Terre? Ça, pour l'instant, à ce stade, les runes ne le disent pas. Mais il y avait bien l'idée d'établir un dialogue, quoi qu'il arrive. Ça prouve donc que ces extraterrestres, en tout cas cette civilisation, n'était pas venue en conquérante, par exemple. Il n'y a pas cette idée d'agressivité. En aucun cas. Mais quand on regarde Ingvaz ici, avec son losange totalement fermé, qui peut ressembler à une forme d'œuf de graine. C'est souvent comme ça que les Vikings interprétaient cette rune. On peut se dire que là, cette entité venait, alors comme je l'ai dit, non pas dans un but de conquête militaire, d'agressivité, mais il semble que cet extraterrestre souhaitait retrouver donc un dialogue, mais au-delà de ça, une forme de presque de recréer sa civilisation. Ce qui semble montrer que la civilisation d'où venait cet extraterrestre, eh bien, était une civilisation qui était en voie de disparition, peut-être même en perdition. Pourquoi? On ne sait pas, ça ne dit pas s'ils étaient en guerre contre d'autres civilisations, contre d'autres extraterrestres, s'ils étaient malades, enfin bref, ça ne dit rien, mis à part que on peut en déduire qu'avec l'idée de vouloir recréer un peuple, recréer le sang finalement de cette civilisation, eh bien, on pourrait tout à fait, par intuition, se dire que cette civilisation, si elle a attendu longtemps, aussi longtemps pour revenir, alors que je vous ai dit que c'était au temps des pyramides, des anciens, des pharaons, et encore pour la construction des premières pyramides, donc imaginez le temps,
S'ils ne sont pas revenus depuis, il y a deux solutions, où ils ne pouvaient pas, ou ils ne le souhaitaient pas. Il n'y avait pas ce besoin. J'ai l'impression que c'est une quête pour que la civilisation ne meure pas. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que j'irai chercher la réponse. Et Tiwaz, qui est ici, eh bien, nous indique que finalement, en faisant ainsi, il y avait une forme de recherche, donc de continuité, de préserver le sang de ce peuple, mais en même temps de rechercher une protection. Bon, visiblement c'est raté. Mais vous voyez que on en tire quand même quelques conclusions. Et nous sommes à peu près à la moitié de l'interprétation. Et Uruz, que voici, confirme tout ça. Cette rune finit par confirmer que l'idée était bien de recréer. Si vous regardez ici, nous tournons autour de la gestation. Mais regardez ici tout de suite, l'éclair vient frapper. L'éclair vient frapper cette idée de gestation. Sowilo, donc, avec cette idée d'éclair, nous montre qu'il y a un niveau de compréhension qui vient de se faire. Cet être vient de comprendre que ce n'est pas aussi simple. Il vient de comprendre que mutation, il y a eu transformation, et que cette transformation est irréversible. Qu'il n'y a pas cette possibilité de recréer, comme il le souhaitait, comme il le pensait, une civilisation qui est en train de disparaître. Il se sent donc forcément perturbé. Il se sent euh, sous le coup des émotions. Il ne peut pas faire ce qu'il recherchait. Pertro, qui est ici, montre que le destin est ainsi fait, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Pertro, c'est presque la fatalité, si vous voulez, dans cette position-là, et dans cette combinaison. Mais comme ce récipient indique une possibilité ici, on va essayer de l'explorer, alors qu'ici, ça se ferme. C'est vraiment l'idée de cette gestation qui pourrait se faire malgré tout. Pourtant, il avait mis ses espoirs sur la Terre. En ouvrant Pertro vers une autre destination, il semblerait donc qu'à une certaine époque, cette civilisation ne soit pas venue finalement que sur Terre. Et d'ailleurs, ça se comprend, ça serait totalement arrogant d'un certain point de vue que nous pensions que nous sommes le centre du monde de toutes les intentions. Nous ne sommes qu'une civilisation parmi d'autres. Et donc là, eh bien, ceux qui étaient venus à une époque pour les pyramides, eh bien, sont aussi, et regardez la continuité, sont partis ailleurs, ne sont pas retournés sur leur planète d'origine. Et là, par contre, c'est fermé, c'est brisé. Donc, on va regarder tout de suite pourquoi c'est brisé, et après on ira voir, finalement, s'il il y avait quelque chose, s'il y avait matière pour lui, pour cet être-là, à aller ailleurs. Car ici, avec la gueuse que vous voyez là, elle représente une forme de lâcher-prise. Ça veut dire qu'il ne faut pas suivre cette direction-là. Le lâcher-prise, c'est abandonner certaines idées, c'est d'abandonner une certaine direction que l'on voit à tout prix arriver, à atteindre. Parfois, pour atteindre ses objectifs, il faut savoir lâcher prise. Cette direction-là n'est pas la bonne, il faut lâcher prise pour se concentrer finalement sur une autre voie possible. Regardez à Galaz. Deux poutres verticales et une barre transversale qui soutient le tout. Montrant qu'il y a quelque part quelque chose qui s'est construit ailleurs. C'est vraiment l'idée d'une société qui a pu se construire en empruntant un autre chemin.
montrant que finalement Père 3 avait raison. Il fallait boucher une route pour se concentrer sur celle qui a pu évoluer. Mais attention, se dire qu'elle a évolué pour une recherche de cet être unique ne veut pas dire qu'elle existe encore. Ça veut juste dire qu'elle a évolué vers ce sens-là. Et cette direction, notre être unique était prêt à la prendre. Mais visiblement avec Manaz qui vient ici, il avait donc déjà parcouru ce qu'il pouvait voir sur Terre. Il était sur le point de quitter la Terre. En tout cas l'orbite terrestre ou les environs de la Terre, je ne sais comment nommer ça. Mais Manaz indique que finalement, il a eu une hésitation. Et cette hésitation lui a coûté du temps. En hésitant, il a trop attendu. Et il y a eu confrontation. Voilà pourquoi nous avons des débris sur Terre. Il ne s'est pas craché parce que l'armée américaine l'a rattrapé. Non, ça c'est pas possible ça. C'est pas une erreur de pilotage non plus. Il y a bien eu quelque part une idée de combat avec une autre civilisation. Idée de combat avec une autre civilisation qui est venue, comment je dirais, qui est venue un petit peu mettre fin à ses espoirs. Et pourtant, il avait l'idée de pouvoir aller voir ailleurs. Cette autre civilisation est symbolisée ici par Wunjo. Wunjo, c'est l'idée de clan, de bannière. Il s'est confronté, il a été confronté à une autre civilisation qui visiblement est en opposition à lui. Parce que regardez finalement Wunjo ici, Isa ici, les deux runes sont sur le même trait entre le Gémeaux Cancer et le Capricorne Sagittaire. Capricorne Sagittaire, il est ici, même si l'inscription, vous ne la voyez pas. Ce qui me montre que quelque part, nous sommes bien sur deux planètes, deux civilisations, qui, si on observe par rapport à la question, sont à l'opposé l'une par rapport à l'autre à la Terre. Elles ne sont pas voisines et pourtant, visiblement, elles sont en guerre, en opposition. En tout cas, elles l'étaient en 1947. Elles sont rivales. Et chacune d'elles occupe un point de chaque côté de la Terre. À des milliers d'années-lumière, hein, mais il faut toujours, et je vous le redis, observer les runes. C'est très intéressant. Très intéressant de comprendre ce qui se dit, ce qui se fait. La Terre est au centre, en tout cas elle était, d'un combat. Alors les amis, eh bien sur Roswell, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, je referai un sujet, je ferai un complément de sujet pour justement éclaircir les points que vous m'aurez soumis. Alors, pour une fois n'est pas coutume, ne me les envoyez pas par mail, mettez-les en commentaire vos questions. Et puis, je ferai on va dire un petit peu une synthèse de tout ça. Et si je sens qu'il y a besoin, je ferai un volet 2 sur vos interrogations, si elles sont assez nombreuses. Alors les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, passez une bonne semaine. Allez, je vous embrasse tous.